Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici aujourd'hui. Je suis Nina Douquet. Je suis professeure enseignante à l'UQAM et à l'UQAT et membre du conseil d'administration d'Habilomédia. Donc, à l'occasion de la journée de la citoyenneté numérique organisée par Habilomédia et parrainée par TikTok, nous allons aujourd'hui réfléchir ensemble à ce que cela signifie être une citoyenne numérique. On va voir comment, on va discuter comment on peut rendre nos interactions en ligne plus agréables, plus respectueuses, plus inclusives et surtout plus positives. Donc, aujourd'hui, on va aborder 3 grands thèmes. Le premier thème, ça va être les défis auxquels vous faites face. Le deuxième thème, ça va être l'impact positif, parce qu'il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que des défis. Et on va clore notre discussion avec des recommandations. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je commence avec aucune préférence avec Farnell Morissette, qui est créateur de contenu sur TikTok, qui aborde des sujets sociaux et politiques complexes en partageant son raisonnement pour encourager la réflexion citoyenne. C'est bien? Oui. Oui, c'est tout à fait. On a également Annie Archambault avec nous, qui est créatrice de contenu, qui sensibilise à l'itinérance et aux divers enjeux sociaux à travers ton expérience personnelle et ton travail avec les communautés marginalisées. Absolument. Renzel Dashington, humoriste et surtout activiste, fondateur des Bad Boys du Rire. Renzel milite pour la dignité des personnes noires au Québec. Et, non le moindre, Marc-Alexandre Ladouceur, qui travaille comme expert en éducation aux médias chez Habilomédia. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Donc, on va commencer avec notre premier thème, qui tourne autour des défis en ligne. Je sais que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais on a tendance à en parler de manière très négative. C'est quoi, donc, je vous dirais, les plus grands défis auxquels vous faites face en tant que créateur, mais je vous dirais aussi en tant que récepteur des gens qui écoutent? Je vous ouvre la parole. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut bien commencer. Renzo, je te sens... Tu me sens je te sens le prix. Moi, j'ai peut-être une petite idée, puis après... Ben moi je trouve je pense qu'on a l'habitude aussi dans notre vie quotidienne, on s'entoure des personnes en général qui ont la même idéologie, qui ont les mêmes valeurs dans le gros, notre famille souvent on va avoir les mêmes valeurs, la même musique, les mêmes goûts. Puis j'ai l'impression que quand je suis arrivée mettons sur TikTok, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment une panoplie de gens qui pensent de façon différente, même si on le sait, on le sait qu'il y a des gens qui ont des opinions différentes, des vies différentes, mais des fois, on va faire du contenu éducatif, puis on se dit « Ah, il y a des gens qui pensent comme ça. » Tu sais, c'était vraiment une réalité que je ne connaissais pas, que quelqu'un puisse dire ou penser X choses sur X sujet, et que des fois, on est plus loin qu'on pense sur une cause ou pour sensibiliser ou pour éduquer, puis que notre petit monde quotidien, c'est notre petit monde, finalement. Oui, absolument. Ouais. Un défi personnel, je te dirais, c'est ma santé et ma sécurité, pour moi. Le bien-être. Oui, parce que justement, tu sais, une fois que tu as ouvert un DM, tu peux pas... you can't unsee it. Tu peux pas ne plus l'avoir vu. Tu sais, mettons que tu es en train d'avoir une bonne journée, c'est bienveillant, quelqu'un te dit quelque chose, que ce soit des insultes ou qu'elle te partage la pire histoire au monde, you can't unsee it. Fait que un des grands défis pour moi, c'est de préserver ma santé mentale et de préserver ma sécurité à l'extérieur des plateformes, parce que les gens commencent à nous reconnaître un petit peu. Fait que c'est un peu de la même manière. Il y a énormément de love, mais il faut juste un peu pas bien pour changer de la journée, on va dire. Alors, toi? Moi, j'abonde dans le même sens, je pense. Puis je me souviens, l'une des premières fois que j'ai eu comme les réalisations que je reçois plein de messages de gens qui sont pas d'accord puis sont méchants. Puis c'est tough gérer ça. Et c'est facile, puis tout le monde dit un peu instinctivement, ferme ton cellulaire, regarde pas les commentaires. Non, le cerveau humain, il fonctionne pas comme ça. On est des animaux sociaux, on a un désir profond, évolutif de rester membre d'une tribu, parce que se faire exclure de la tribu, c'est quasiment une mort assurée. C'est une menace existentielle, se faire
sentir comme si on se fait haïr dans les commentaires. Puis pourtant, je veux dire, on a tous vécu ça, là. Alors, pour moi, c'est juste de me rappeler, garder une distance avec ça. Et puis, en même temps, c'est de garder une distance avec l'amour qu'on reçoit aussi, parce que si on laisse trop le positif nous affecter, ça devient impossible de se protéger contre le négatif aussi. Alors, garder cette distance émotionnelle-là avec la communauté, pour moi, c'est constamment le gros défi. C'est énorme ce qu'il vient de dire là, d'essayer d'avoir le même rapport avec le positif que le négatif. Parce qu'on a tous des vies à l'extérieur de... Puis ça va pour les créateurs de contenu ou les gens qui sont juste qui dabblent, tu sais. Ta vraie famille pense absolument pas la chose horrible que t'as lu de toi-même là. Garder cette distance-là. Et aussi de la même manière, ta vraie famille pense pas que t'es aussi extraordinaire que tout le monde dit. Puis les gens, là, quand ils t'aiment, mon Dieu qu'ils t'aiment, mais quand ils t'aiment pas, mon Dieu qu'ils t'aiment pas. Il y a pas de zone grise dans l'amour sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose de propre, justement, aux réseaux sociaux? Justement, ça vient comme changer la distance que les gens ont puis ce que les gens se permettent. Vous retrouvez pas ça dans le monde, entre guillemets, réel? Ça vient changer vos relations avec les gens? Ben là, je pense que j'ai plus tant de séparation. On fait comme... Trop tard! Non, mais tu sais, dans une journée, mettons, typique, ça peut m'arriver 5-6 fois. Juste une journée régulière, mettons qu'on vient de me voir. Fait que là, c'est comment, je me protège à travers ça. Puis je suis une fille, seule. Je travaille seule toute la journée dehors. Moindrement, on peut me suivre. Moindrement, on peut trouver où j'habite. J'ai déjà eu des messages. Je t'ai vu proche de telle place. T'habites là. Puis là, t'es comme... Tu sais, je t'ai vu rentrer chez toi. T'es comme, pourquoi tu m'écris ça pour me dire, tu sais maintenant où j'habite, je t'ai vu rentrer chez vous, tu sais. Moi, c'est inquiétant. J'habite seule. Puis mes chats, ils peuvent pas me défendre. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi, peut-être d'être une femme... que les gens savent que je travaille. Mon emploi, c'est que je travaille seule dehors. Il y a cet aspect-là, mais aussi de dire, à chaque année, moi, je fais un rappel qui dit quand j'ai mon sac à dos de travail et que je suis avec quelqu'un, vous ne venez pas me parler. Ça veut dire que je suis en intervention. Ça veut dire que c'est comme si tu irais voir un médecin qui est en train de faire une opération pour demander une photo. C'est comme ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai comme réussi quand même. Des fois, il faut que je sois ferme. Des fois, je dis là, c'est pas le temps. Tu sais, je dois être vraiment comme ça pour la sécurité de tous, en fait, de moi et de la personne que je suis en train de faire une intervention aussi. Mais là, il n'y a plus de séparation. C'est terminé. Ben, je pense que la notion de séparation est assez intéressante parce que c'est quand même relativement nouveau, comme façon d'interagir avec quelqu'un les médias sociaux. Puis moi, j'en suis très conscient. J'ai interagi avec les gens, puis je le sais, je le vois dans mes statistiques. La plupart du temps, c'est le soir. Alors, j'imagine, ils sont probablement seuls dans leur lit avec leur téléphone. Et puis, cet outil-là, par lequel ils interagissent avec moi, c'est le même outil qu'ils vont utiliser pour faire un FaceTime avec leur sœur. C'est le même outil qu'ils vont utiliser pour envoyer un message texte à leur ami. C'est le même outil qu'ils vont recevoir les courriels de leur boss. Alors, c'est peut-être trop demandé jusqu'à ce qu'on ait vraiment clarifié l'espace social que les médias sociaux jouent. C'est peut-être trop demandé aux gens pas trop demandé, mais c'est peut-être trop s'attendre que ce soit super facile pour tout le monde de faire la distinction entre ça, c'est un étranger sur Internet. Moi, je suis un étranger sur Internet. Puis des fois, je le rappelle aux gens. Je vois des commentaires de gens qui sont comme « Wow, t'es un peu trop proche. Là. Je suis un étranger sur Internet. » Et le message texte de leurs frères, de leurs parents, le FaceTime pour voir leurs enfants, c'est trop proche et c'est trop nouveau. C'est comme la première fois que les gens ont eu des télévisions dans leur maison, ils s'habillaient propre pour écouter la télévision parce que ils pensaient recevoir des gens chez eux. Alors j'ai l'impression que c'est ça la relation qui se crée. Puis après ça, quand les gens viennent nous voir, eux, de façon subconsciente, ont l'impression d'avoir une relation amicale quand nous, on les connaît pas. Puis ça, c'est super inconfortable. Des fois, ça peut être, je pense, en partie résultat du média. En tant que spécialiste de l'éducation, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Est-ce que c'est quelque chose qu'en tant qu'usager, créateur, tout ça, on a encore un apprentissage à faire, une certaine littératie qui doit être travaillée?
Bien, évidemment, la réponse, vous le savez parce que vous le voyez à tous les jours, c'est oui, on a besoin d'apprendre des meilleures mesures sociales avec nos appareils. Ça étant dit, c'est pas juste des mesures sociales, mais je prends ton exemple, un seul message parmi tant d'autres, mais c'est quand même un message que quelqu'un a décidé d'envoyer. On a un petit peu cet espace-là de piège empathique qui met de la distance. On pense croire la personne. C'est super. Ils ont rempli un silence par une présence. C'est génial. J'entre en relation avec eux. Mais tout à coup, je remarque que je les connais pas nécessairement. Mon message n'est peut-être pas bien reçu ou j'envoie un message qui peut sembler anodin, mais finalement qui a fait un doxing. C'est quoi finalement le but de tout ça? Ben, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi la relation qui existe entre nous et notre appareil, justement. En plus des pièges empathiques, il y a quelque chose d'autre que fait le cerveau, et ça, on en a parlé un petit peu quand on dit « je ne peux pas ne pas vérifier le message, être exclu ». Les jeunes l'ont dit dans nos recherches, c'est pire quasiment de faire un calling out dans des situations où il y a intimidation ou quoi que ce soit, parce qu'on a peur d'être exclu de la communauté par après. Et c'est un phénomène qui se produit réellement. Nos cerveaux vont ensuite remplacer les absences par les facteurs négatifs. Puis là, tout à coup, on rentre dans toute une série de justifications qu'on n'aurait pas autrement si on était en face à face. Et ça, ce sont vraiment carrément des habitudes et des habiletés qu'on peut apprendre aux gens. Comment faire, ce qu'on pourrait dire un mapping empathique, une carte empathique de comment est-ce que j'aime me faire traiter et ensuite être capable de la reproduire sur les personnes avec qui je m'entretiens. Mais c'est tout un exercice, là. C'est un cours qu'il faut pour ça. Il faut être capable de reconnaître nos émotions, reconnaître nos méthodes de communication, reconnaître les raccourcis de nos cerveaux, reconnaître que ce que je vois, c'est l'image d'une personne et non pas une personne. Et c'est quoi les limites, justement, de ces entretiens-là? Ben, est-ce que vous sentez que vous devez parfois éduquer votre public? Je pense qu'on fait tous de l'éducation sur nos propres sujets, mais je pense que ce que vous disiez tous les deux, d'éduquer puis d'apprendre, nous, d'apprendre comme créateurs, mais comme utilisateurs, ce que disait Farnett tout à l'heure, moi, les gens, ils me voient dans la rue, puis c'est là que, quand il a dit, j'ai pris conscience de ça, ils me voient 5, 6, 7 soirs par semaine, dans leur lit, dans leur intimité. Quand ils me voient, ils sont convaincus qu'on était ensemble tous les jours. C'est le même rapport. C'est vraiment... C'est ton ami, en fait. Ouais. C'est même pas ça. C'est vraiment plus comme... Il y a la proximité on est ensemble tous les jours. Fait que même des fois, après un moment avant que les gens connaissent qui je suis, ils sont juste convaincus qu'ils me connaissent très bien. Right? C'est vraiment le truc, ils sont comme... Je veux pas te laisser partir, mais je sais t'es qui. Mais... Tout ça, c'est nouveau, d'apprendre et de s'apprendre. C'est génial. Moi, j'adore. Moi aussi, en passant, là, j'ai eu que des expériences très positives. On me demande des tours de Léos 1 an et demi après le décès à mon chat, là, dans la vie. Puis je suis comme, OK, ça fait un... Tu sais. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'on est en train d'observer une nouvelle manière d'être en communauté. Tu sais, il y a très, très longtemps, mais pas si longtemps que ça, les villes étaient beaucoup plus petites et le centre-ville prenait tout son sens parce que c'est là qu'on allait chercher les informations. Fast forward 40 ans plus tard, le centre-ville de Montréal peut avoir explosé, puis c'est pas l'avoir lu dans le journal demain matin que tu le sais. Pourtant, ça fait 12 heures que c'est arrivé. Toi, t'es pas au courant comme si ce n'est pas arrivé. Mais là, on est en 2025 où c'est arrivé maintenant. On a vu tout à l'heure, puis on en parle ce soir. Tout le monde ensemble. Right? Fait que c'est une nouvelle dynamique entre les gens, puis ça requiert qu'on s'ajuste, qu'on apprenne, qu'on s'apprenne et qu'on prenne le temps de s'éduquer aussi. Je pense, puis on est tous d'accord autour de cette table, que les plateformes numériques, elles ont une capacité incroyable pour avoir un impact positif. Vous parliez justement de comment vous trouvez que ce que vous faites contribue à avoir un impact positif en ligne, mais aussi dans la société de manière plus générale. Moi, en tant que personne noire, ça a changé ma vie et de manière directe et indirecte la vie de beaucoup de personnes noires. Déjà comme un espace où on peut se rassembler puis parler de choses qu'on vit. Mais pour donner un exemple, moi, pendant la pandémie, j'ai organisé un truc qui s'appelle le marathon sur le profilage racial, où pendant 12 heures, sans s'arrêter, les gens sont venus partager leur expérience de profilage racial avec la police, successivement, comme ça, pendant 12 heures. Puis, ça a été regardé par énormément de gens. On a été contacté quelques mois plus tard par Radio-Canada pour faire
une heure de reportage sur le sujet. Des années plus tard, des gens ont vu ça. C'est quelque chose qui est présenté dans les écoles partout dans le pays. Il y a beaucoup de choses, des nouvelles décisions juridiques qui... On peut savoir que quand une discussion est plus présente dans l'espace public, ça permet de faire bouger un peu comment on voit les choses. Donc, c'est toutes des choses qui... moi qui ai 45 ans, j'ai vécu d'un temps sans Internet où ces choses-là étaient absolument pas possibles. Donc de pouvoir, nous, s'exprimer, deux, d'être reçus. Tu vois, d'avoir des gens qui sont là, oh my God, je savais pas que ça c'était comme ça. Merci et donc d'avoir l'impression d'être un citoyen plus complet. Donc il y a vraiment, tu notes un impact avec les réseaux sociaux, les plateformes, justement, dans les discussions. Je veux dire, il y a des conversations qui sont autour de la réalité d'une personne noire qui, dans les médias traditionnels, n'ont jamais réellement inclus ces personnes et ces voix-là. Maintenant, ça, c'est un métier lui-même, les médias, tout ça, les champs de caméra. Mais... nous, on est sur Internet, on parle d'un point de vue de lived experience. Tu sais, ma spécialité, elle n'est pas académique, elle vient de mon expérience en tant que gars, puis ça donne, j'ai une capacité avec les mots, puis les gens m'écoutent. Fait que je suis une de ces personnes choisies qui a la chance d'avoir un public, puis j'essaie de leur rendre en mettant des mots sur leurs mots. Maintenant, si les médias sociaux ne sont pas là, je n'ai pas l'espace de faire ça. Je n'ai pas l'espace aussi de croiser des alliés qui, à leur manière, déjà d'une part, je ne savais pas qu'ils existaient, et sans un Internet, j'aurais jamais pu savoir qu'ils existent. Donc, me sentir plus seul, fondamentalement, comme je présume dans tous les autres combats, ça doit pas être le... Tu sais, toi, dans mon métier? J'allais dire dans la cause des sans-abri, oui. Dans la cause des sans-abri, de savoir qu'il y a il y a du monde qui sont là, qui regardent, qui supportent, qui sont comme on est là avec toi, avec vous. On s'est connus en parlant de profilage racial et social. On s'est croisés sur la plateforme parce que les deux, on venait toucher le profilage. Moi, je parlais du profilage social et toi... Puis là, moi, j'ai fait une vidéo sur, quand t'as les deux. Oui, absolument. C'est comme ça que, ouais. Justement, toi, tu travailles avec des communautés marginalisées et ça tombe là encore dans des gens qui n'ont pas de voix. Ouais. Ils ont une voix, mais personne ne veut les entendre. C'est bizarre. Ils en ont une, ils sont capables. Malheureusement, personne, ça intéresse personne quand c'est eux. Pourquoi? Moi, c'est une très bonne question. Je ne sais point. Il y a des gens, des acteurs dans mon domaine qui crient haut et fort la même chose que je dis, puis que ça n'a pas marché. Je sais pas. Tant mieux, comme tu as dit, j'ai la chance d'avoir un public. Peut-être que je dis aussi les choses différemment. J'ai une approche différente, peut-être que le politically correct. Je m'arrête pas à ça. Je le dis dans mes émotions, je le dis dans ce qui se passe, je le dis voici ce qui se passe. L'impact positif est tellement gros. Je ne m'y attendais pas. Peut-être par jour, mettons, là, ma boîte de messages, c'est peut-être 50 à 60 messages par jour, puis au moins 20, ça va être... j'avais peur des gens de la rue, j'avais peur, j'avais des préjugés, puis en fin de semaine, je m'avais apporté de la soupe avec mes enfants. C'est aussi petit que cet acte peut être, autant que pour la personne de la rue ou pour elle, c'est gros, tu sais. Puis après, il faut le faire de la bonne façon. Je pense aussi sensibiliser ou éduquer sur une cause. Mais l'impact a été aussi, quand j'avais reçu des dons, j'avais fait, une levée de dons Amazon. C'était tente de camping, sleeping bag, linge. J'ai reçu, je pense que il me semble que c'était plus de 80 000 mais de dons matériels. Qui a été livré chez moi, qu'on a distribué pendant des grands froids. Je vois tes vidéos, t'es un entrepôt Amazon chez toi. Genre, je comprends pas ce qui se passe. C'est comme... c'est magnifique parce que je pense que quand on parle d'une cause, notre impact peut être tellement différent, mais l'impact est là. Fait autant la personne qui va porter de la soupe que la personne qui va à des conseils de ville municipale pour savoir ce qui va se passer dans sa ville pour les gens en situation d'itinérance, que de shipper une tente, que de peut-être juste éduquer ton voisin si tu l'entends dire ou avoir des préjugés ou augmenter les stigmas sur le sujet. Fait que notre impact peut être de toutes les façons. Puis je pense que les réseaux sociaux aussi,
amène le fait que je n'ai pas de boss. Il y a personne, mettons, qui me dit est-ce que ton point de vue est assez... est-ce que tu es assez formé ou est-ce que ton expérience est professionnelle, blablabla. Je ne travaille pas pour une boîte médiatique qui me donne 30 minutes d'antenne à chaque semaine. Et ou un salaire pour le faire. Et ou un salaire. Mais c'est ça, il y a ça aussi, c'est très bénévole tout ça. Mais... l'impact, il est là, il est positif, ça donne accès, ça donne voix à tous et à toutes. Mais, et voilà, l'impact est là, vraiment, sincèrement. Et Farnell, toi qui travailles directement à éduquer les gens... Moi, je veux dire, ma situation est un peu différente des vôtres parce que moi, c'est pas, je parle pas de mes expériences vécues, mais c'est ce qui fait qu'on n'est pas en train de constamment se taper sa gueule dans la rue. Pourquoi on a une paix sociale? Pourquoi on a une société qui est largement beaucoup plus sécuritaire que bien des endroits dans le monde? C'est qu'on a une société qui est basée sur l'idée que les gens peuvent changer d'idée, peuvent changer d'avis. Et que si on se parle et que si on s'écoute et on discute, c'est vraiment difficile de changer la vie de quelqu'un. Là, ça pas changer l'opinion de quelqu'un. C'est extrêmement difficile. C'est très rare. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour. Ça se fait pas tous les jours, mais ça arrive. Et le fait que ça arrive, c'est ce qui nous permet de vivre dans une société où t'as pas peur constamment que quelqu'un de la rue d'en face va te frapper pour voler tes trucs. Et ce que j'aime, c'est que en faisant ce que je fais maintenant, ces moments-là, ces rares moments-là où quelqu'un change d'idée, ben moi, j'en vois. Et les gens me contactent et me disent, écoute, la façon de te présenter tel sujet, j'étais pas d'accord avec toi. Je sais pas si je suis d'accord avec toi maintenant, mais tu me fais penser, j'avais pas vu ça de la même façon, je vais y réfléchir. Ces moments-là, ils sont très rares, mais pour moi, c'est les moments les plus importants parce que c'est ce qui continue à prouver continuellement que notre système peut fonctionner tant qu'on s'écoute. Et puis, la portée que je suis capable d'aller chercher sur les réseaux sociaux rend ça beaucoup plus accessible que je serais capable de faire autrement. Au final, les réseaux sociaux, les plateformes, etc., peuvent opérer des changements sociaux. Oui, parce que je vais reprendre une expression d'un auteur que j'aime beaucoup. Toute chose est possible, mais qu'est-ce qui la rend plausible? Qu'est-ce qui la rend plausible? Habituellement, c'est un petit peu ce schéma, cette péripétie-là, cette histoire qui avance. C'est pourquoi est-ce que je me sers du langage du récit? C'est parce que les stories qu'on partage, les histoires qu'on partage font carrément partie de ce processus-là. Je vais en parler dans le contexte un petit peu d'une pyramide. Sur les réseaux sociaux, on comprend que l'activisme fonctionne à peu près comme la structure, comme trois grands tiers d'une pyramide. On va avoir les acteurs. En haut, les gens qui sont réellement convaincus de ce qu'ils font, soit du partage des idées, de l'activisme, de la discrimination, de toutes sortes de sujets qui viennent directement rejoindre les personnes d'un côté affectif émotif. Parce qu'on le sait, c'est l'expérience. Et puis, on peut intellectualiser la conversation, etc., mais il y a une raison qu'on dit qu'on préfère entendre les témoins que les experts. Les témoins nous partagent leur expérience, leur histoire. Ça crée une tension chez nous. Cette tension-là vient créer, on va descendre maintenant complètement en bas, les sympathisants. Les sympathisants qui vont dire, OK, j'entends ce qu'on me partage et je veux me laisser toucher par ce message-là. Je vais en fait utiliser le mot impression, tu sais, comme quand on frotte contre la peau puis qu'on laisse littéralement une impression, c'est que ça transforme un petit peu l'allure qu'on a de nous-mêmes. Et dans le deuxième tiers, après les sympathisants, on pourrait avoir les participants qui commencent à se dire, OK, là, je vais commencer de partager des messages par rapport à ça. Je vais peut-être faire partie des 60 messages. En passant, 60 messages, ça me prend 1 an à recevoir ça. Si je suis bien chanceux... J'ai pas dit que je les lisais toutes. OK. J'ai dit que je les vois, pas que je les ouvre. Mais bon, c'est qu'on part justement des gens qui veulent écouter, des gens qui sympathisent avec le message, aux gens qui veulent participer, qui vont embarquer dans une certaine conversation, qui vont commencer de faire des dons. Et avec ça, on entend aussi que c'est pas le même montant de gens, c'est pas tout le monde qui a nécessairement l'énergie affective, sociale, même physique pour faire ce travail-là.
ou qui choisissent une autre valeur peut-être, mais en arrivant ensuite au pic de la pyramide pour finalement avoir encore d'autres acteurs complètement embarqués dans le domaine qui ne le font pas parce qu'on leur donne un 30 minutes, parce qu'on leur donne un salaire, mais parce que c'est important. Et c'est cette importance-là qu'on voit répartie dans la pyramide et qui crée finalement ce mouvement-là à deux directions. Moi, ça me fait penser qu'il y a, avec les plateformes numériques, et d'ailleurs, je pense que ça nous amène super bien au prochain sujet, c'est cette possibilité de dialogue. Mais si vous pourriez réfléchir un peu à ce que vous voyez comme étant les meilleures pratiques qu'on peut adopter. Je pense que toute opinion peut avoir sa place parce que on peut, sans avoir l'espace de donner son opinion, comment est-ce qu'on peut discuter puis évoluer. Ton opinion, peut-être que je ne suis pas d'accord pour X à Y, mais s'il n'y a pas de discussion, peut-être que ton opinion ne va jamais changer si on n'a pas cette discussion-là. Par contre, il y a des limites. Il y a quand même un respect pour notre santé mentale. Je pense que les deux, on reçoit le même genre, des fois, de commentaires sans que ça soit le même sujet, mais tu sais, ça peut venir... Peut-être je me trompe, mais tu sais, faire comme... Je lis tes commentaires, mais... Ouais. Mais, tu sais, moi, mettons des menaces de mort, pas juste envers moi, mais envers les gens, pour moi, ce n'est pas une opinion. C'est pas une opinion. Dire on va tous tuer les gens de la rue, ce n'est pas une opinion. Tu es bloqué, tu es supprimé, ça se termine là. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'ouverture à ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Je n'ai pas réponse à cette question. Par contre, je sais que peut-être qu'il faut des fois mettre de quoi en place pour... Oui, il y a place à tous, il y a place à tout le monde, mais il y a une façon de le faire. Je suis pas tout à fait d'accord qu'il y a de la place pour toutes les opinions, parce qu'il y a des opinions. Oui, absolument. Mais je pense que si la personne... mettons, là, ben là, je viens comme dans mon rôle d'intervenante dans la vie, là. Ouais. Si, mettons, la personne me donne pas son opinion, ben comment je peux aller éduquer d'abord? J'entends. Moi, c'est plus ça, mon point. Ça veut pas dire que je suis d'accord. Ça veut pas dire que son opinion est pas... Mais si j'y laisse pas la liberté de m'adire son opinion, je le sais pas si c'est ça son opinion. Je veux dire, dans ton contexte d'intervenant, je suis avec toi, parce que là, tu fais ton travail, tu sais. Mais je trouve que c'est la même chose en ligne aussi. Ben, en utilisant l'analogie de tout à l'heure d'éducation, de apprendre tout ça, je pense que l'âge, le online age des gens n'est pas tous le même, et définitivement pas le même que ton vrai âge. Il y a des gens pour qui cette maturation, elle n'arrive pas à arriver. C'est du monde normal, qui ont l'air normal, t'es comme, my God, t'as une famille, t'as des enfants. Pourquoi tu me dis? Ça arrive des fois, t'es comme... Mais aussi parce que les gens, ils n'ont pas compris comment... Ils n'ont pas... Puis dans ce contexte-là, je peux pas laisser le même espace à un enfant que je laisserais à un adulte parce que l'enfant, il va pas m'aider à avancer puis il m'empêche de travailler. Tu vois? Fait un peu dans ton sens, moi, c'est bloc easy, fast. Ah, moi aussi. Il y a pas de... Fast. T'as-tu le bloc facile? Ah, moi, immédiat. Moi aussi. Fast. Je pense que c'est nécessaire pour pouvoir continuer à exister et à faire ce qu'on fait. Moi, si je pouvais réinventer le monde demain matin, je ferais en sorte que t'es obligé de montrer tout ce que t'écris et tout ce que tu dis à ta grand-mère. Il y a peut-être des grands-mères qui sont peut-être plus permissives que d'autres, mais je pense que sans nécessairement aller jusqu'à quelque chose du genre, je pense que si on prenez la demi-seconde avant de peser sur scène pour vous dire est-ce que mamie serait contente de me voir en train de dire ça, de me voir en train de faire ça. Peut-être qu'il y a une façon différente de dire la même chose que mamie serait plus d'accord. C'est pas obligé d'être ça, mais juste la fraction de seconde avant le send, avant le post, avant le upload, juste de demander c'est quoi mon objectif ici? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis juste en train de dire ça parce que je veux rager? Cette demi-seconde, je pense, devrait devenir un instinct il faut qu'on développe tous nous-mêmes. Et puis, j'espère que... Il y a un countdown quand tu fais ça. Tu vois dans ton écran 10, 9, 8. Ce serait pas mauvais, ça, qu'il y ait juste quelque chose. Puis je pense que s'il y a un message à laisser, c'est quelque chose qu'on peut se développer en nous-mêmes, puis c'est une culture qui se développe. Puis à un moment donné, je pense que si on le fait tous, on va voir les gens qui le font pas, puis on pourrait commencer à les ridiculiser, puis on pourrait commencer à dire, ben là, ouais, t'as pas pris ton 3 secondes, toi, avant de peser sur le piton, là. Je pense que ça serait un instinct à développer qu'on pourrait tous faire. C'est un problème en société hors ligne aussi. Je pense que les gens
Le monde a besoin de commencer à se pratiquer à s'excuser. Ouais. Tu vois, je veux dire, au sens où mettre un compteur avant tout ça, ça va pas enlever que c'est une chose des fois de mauvaise humeur, d'aller trop loin, de penser que c'était drôle sur le moment, puis c'est te rendre compte après avoir pris ton premier café que ce l'était pas. Mais c'est rare que moi je vois en dessous de quelque chose, hey, je m'excuse, man. C'est vrai, jamais j'ai reçu d'excuses, sauf de changement de position, mais jamais d'excuses. Je m'excuse, je t'ai menacé de mort. Non, mais c'est pas obligé d'être le plus loin, mais des fois, les gens, ils sont un peu brusques, ils sont truc machin, puis je dis ça pas pour nous, créateurs de contenu, mais entre vous tous dans les commentaires, mais au café aussi. J'avais quelqu'un qui m'avait posé la question sur un podcast à un moment donné, il m'a dit « Ah, tu sais, c'est vrai qu'on peut plus rien dire, tout ça. » Je dis « Non, faut qu'on commence à avoir pas peur de s'excuser. » C'est là le vrai problème. Parce que, tu sais, de dire quelque chose, ça arrive, moi, je fais tout le temps. Mais il faut que tu sois capable, tu sais, si tu sors un gun, il faut que tu sortir l'autre aussi. C'est comme ça que je vois le monde. Est-ce que ça vient avec un corollaire qu'il faut aussi commencer à accepter les excuses des autres beaucoup plus facilement, tu penses? Non. Mon Dieu, il faudrait que je reçoive la première étape beaucoup, puis après, je vais te dire. Je dis tout le temps dans mon contenu, il y a des choses qui s'expliquent, mais ça veut pas dire qu'elles s'excusent. C'est pas parce que tu peux expliquer quelque chose que tu dois l'excuser, mais quand elle est... Ouais. T'es pas obligé de dire j'accepte tes excuses, c'est pas obligatoire. Non, puis je vais dire comme un conseil que Patrick Lagarde m'a donné il y a très longtemps. Il m'a dit, il y a des gens, c'est plus facile de dire j'accepte les excuses, ça va être moins long. Ouais. Ça va être moins long. Tu sais, en vrai de vrai, là, je veux dire, par rapport à la conversation d'accepter les excuses, il n'y a pas de raison de tenir ça comme si c'était un chèque d'1 million. T'sais. On sépare tellement les réseaux sociaux, le numérique, le monde en ligne, du monde irréel. Et on a cette tendance à croire qu'on est plus civilisé ou plus des meilleurs citoyens. Mais or, en fait, on peut pas séparer les deux. Il n'y a pas un bon citoyen numérique puis un bon citoyen dans la vraie vie. On a une réflexion de qui on est vraiment. Après, je pense que le réflexe que font, on va dire, les médias traditionnels, d'isoler les exceptions comme si c'était tout le monde, de parler des gens qui envoient des menaces de mort comme si c'était tout le monde. Je veux dire, moi aussi, j'en reçois, mais pas assez pour ce que je reçois. D'amour. Comme ça. Tu vois? Fait que je pourrais choisir de focusser là-dessus, mais en vrai, c'est comme ça. Fait que si on est là en train d'avoir une discussion avec nous, je suis avec des gens intelligents qui envoient de l'amour sur Internet, on va focusser sur un peu là-dessus. Pour moi, ces gens-là, je les connais pas dans la vraie vie, mais les personnes qu'elles m'ont présentées en ligne, je n'ai aucune peur d'être bien avec eux en personne. Je pense que c'est la même affaire. Mais tu me fais penser à... Tu sais, on parlait de haine en ligne, on reçoit de la haine, mais t'as aussi la... Non, toi, c'était l'amour et la haine, mais... Tu sais, moi, j'ai créé une deuxième page TikTok à cause de la haine que j'avais, parce qu'on voyait pas l'individu derrière la cause. Moi, c'est ça qui est arrivé. C'est qu'on disait, hey, Annie est pas drôle, Annie. Hey, ça doit-tu être plate, elle est toujours fâchée. Elle est toujours fâchée, toujours en train de crier. Toujours en train de crier. Elle arrête pas de dire ci, elle arrête pas de dire ça. Puis, tu vois, quand j'ai créé mon autre page TikTok, puis je me suis donné une règle. On parle jamais de politique, on parle jamais de, tu sais, on parle de rien. Je fais à manger, puis le principe, c'est que je me fais à manger, puis on jase de moi, de ma vie, La haine a extrêmement droppé. D'un extrême à l'autre. Parce que là, t'es une personne. Ouais. Pour conclure le tout, si vous aviez une chose à dire, surtout en lien avec la citoyenneté numérique, un takeaway, une recommandation, qu'est-ce qu'elle serait? On peut commencer avec Renzel, puis on fera un petit tour de table. Moi, je veux prendre l'opportunité d'être ici pour étendre la main aux créateurs qui peut-être me ressemblent pas pour qu'on traverse les frontières plus souvent. De pas faire comme les générations précédentes où les gens qui me ressemblent se sentiraient très peu exclus de conversations québécoises, tu vois. Des fois, quand je regarde des podcasts, par exemple, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, ça pourrait être à TV, là, genre, c'est le même casting un peu. Et moi, je le fais autant que possible, c'est-à-dire les gens me connaissent d'une manière, mais moi, je suis un doyen un peu dans ce truc de médias sociaux, là, années 45, il y en a peu qui font ce que je fais à mon âge. Fait qu'on a cette petite chance d'être au Québec, c'est une île dans une mer assez particulière. C'est une chance qu'on a de pouvoir se retrouver d'une nouvelle manière. Laissons pas les choses se définir. Je tends la main à ceux qui veulent, puis je suis ouvert à ceux qui voudront, mais il faut qu'on se parle, il faut qu'on se rapproche, il faut
qu'on se donne une chance que nos enfants jouent ensemble. Simplement dit. Je le dis avec un sourire, mais c'est un petit peu sévère, je pense, parce que finalement, la citoyenneté, c'est pas compliqué. Faut être gentil. C'est vraiment juste... Non, mais c'est juste ça. Fait que le fait qu'on a un problème avec la citoyenneté, c'est le fait qu'on a un problème avec un déploiement de la gentillesse en ligne. C'est des pièges empathiques qui sont là. Mais à quelque part, c'est la même affaire que le vivant. Écoute, on se déploie et on trouve des résistances. C'est ça. Si on veut être citoyen en ligne, il faut savoir dans quel milieu on veut se déployer et dans quel milieu on veut offrir des résistances. Est-ce qu'on veut offrir des résistances aux choses qui sont inacceptables, qui causent des blocs immédiats, ou est-ce qu'on veut résister au message de gentillesse? Je le dis clairement, là, la réponse, elle est facile. Et pour ça, on le dit avec un sourire et je le dis aussi de façon très, très encourageante que je sais que les gens, c'est ça, en général, qu'on veut aussi. Donc, on a besoin d'agir en même direction que ces désirs-là. Fantastique. Tu veux être gentil maintenant? Oui! Toujours! Je suis très gentil. Moi, ce que j'en ressors, c'est que la citoyenneté en ligne, comme la citoyenneté dans la vraie vie, ça nous tombe pas du ciel. Ça nous est pas imposé par la nature. C'est ce qu'on en fait. Et puis, dire l'environnement sur les réseaux sociaux, c'est terrible, j'haïs ça. Ben, comment toi t'interagis dans les réseaux sociaux? On contrôle pas ce que les autres font. Et puis, c'est pas facile à faire, ça demande un effort constant qui est pas toujours facile à donner, mais ça va être ce que nous, on va en faire. Et puis, si nous, on décide d'être des bons citoyens, si nous, on décide d'être gentils, si nous, on décide d'être patients, si nous, on décide d'écouter, d'envoyer de l'amour plus que de la haine, si nous, on le fait, peu importe ce que les autres font, éventuellement, ça va devenir ça, le code social. Et puis, il faut faire notre part. Il faut avoir suffisamment de confiance dans l'humanité des autres autour de nous pour se dire qu'il y en a assez qui vont le faire aussi, que ça va devenir ça, le code dominant. Si je peux ajouter à ce qu'il dit, tu sais, les gens font des commentaires, puis souvent les gens commentent pour amener la conversation ailleurs. Quand de commenter pour abonder dans le sens de donner de l'amour, dire que tu cautionnes, ça envoie un message à ceux qui choisissent de hijacker les sections commentaires pour diviser les gens. Fait que si les gens prenaient l'habitude de quand ils sont en accord, de commenter positivement, ben la moyenne deviendra différente. Puis les gens auront une perception aussi différente du monde dans lequel ils vivent. C'est très vrai. Je veux dire, très vrai. Je pense à une vidéo typique pour avoir des milliers de likes, des centaines de commentaires négatifs. Ben, les likes, c'est des gens qui l'ont aimé, mais ils n'ont rien dit. Alors, tu rentres dans les commentaires, tu as l'impression que tout le monde est négatif. C'est très vrai ce que tu dis. Ouais, j'aime ça. Annie? Moi, j'irais plus dans le sens que je dis souvent dans mes vidéos, nous sommes tous citoyens et on fait tous partie de ce monde. On est une communauté, en fait. Et je trouve qu'en ligne, j'aimerais qu'on applique aussi ça, de dire, ben moi, j'apprends de mon voisin. Moi, mon voisin, on a un échange, on a un partage. On est gagnant-gagnant de se parler, d'échanger, d'apprendre la culture, la marginalité, l'humour, name it. De dire, ben pour moi, être citoyen, c'est faire partie d'une communauté. Et dans cette communauté-là, il y a tellement à partager et à apprendre. Puis en ligne, on peut faire la même chose. Je peux faire la même chose que quand je vais cogner chez ma voisine, puis qu'on soupe ensemble, puis qu'elle me partage une recette. Mais là, c'est juste à travers un écran. En ligne, des fois, on se dit, oh mon Dieu, est-ce que lui est moins bon que moi? Mais peut-être si on apprend de l'autre, on verrait les choses différemment, un petit peu plus. Puis moi, c'est ça que je veux de la citoyenneté en ligne. Donc, la gentillesse, la discussion, l'ouverture. Le partage. Le partage. Un peu de retenue. La gentillesse. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir été ici aujourd'hui pour avoir discuté de ce sujet. C'était un grand plaisir. Merci. Merci. Merci à vous.